Bienvenue à une nouvelle leçon du troisième chapitre du cours pour programmeurs en Java intitulé Erreurs, exceptions et leur gestion. Alors tout de suite le menu, on va voir le concept d'exception et les exceptions dans Java. Alors avant d'entamer l'un des points, généralement au niveau de tous les langages de programmation, vous risquez d'avoir des erreurs au niveau de l'exécution de votre programme. Et ces erreurs-là peuvent provoquer des choses déplaisantes au niveau de votre ordinateur. C'est-à-dire qu'ils peuvent, par exemple, faire arrêter le programme lui-même, comme ils peuvent arrêter le programme avec le langage lui-même, comme ils peuvent arrêter toute la machine. Tout dépend maintenant comment le programme a été conçu. Alors, ceci dit, ceci porte plusieurs désagréments à votre programme et ça cause vraiment un problème. Maintenant, si par exemple vous exécutez un programme que vous n'avez pas sauvegardé et lors de l'exécution, vous vous rendez compte qu'il y a un problème et que la machine a planté. Donc, automatiquement, vous perdez le contenu de votre programme et vous devez redémarrer la machine et tout ça, ce n'est pas vraiment, ça ne marche pas correctement pour pouvoir mener à bien votre projet correctement. Alors maintenant, au niveau de Java, il y a ce qu'on appelle le concept d'exception, c'est-à-dire que vous qui êtes programmeur, vous devez connaître dans quel cas, généralement pas, mais bon, vous pouvez connaître quand même quelques cas où vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, ces quelques cas, donc, il faut les déclarer, et ce qu'on appelle déclarer des exceptions. C'est-à-dire que lorsqu'un de ces cas se produit, donc il y a une exception qui allait se faire, et automatiquement, on doit générer du code pour pouvoir recevoir ces exceptions-là. Alors, on peut recevoir des exceptions pour arrêter le programme lui-même et ne pas continuer. On peut avoir des exceptions avec des messages d'erreur que vous pouvez sortir. Mais toujours est-il, l'avantage que vous avez, c'est que lorsqu'une exception a été lancée, automatiquement, vous ne risquez pas de perdre ni vos projets, ni de faire redémarrer la machine. Alors, on démarre avec le concept d'exception. Alors, exception égale anomalie. C'est-à-dire qu'en cas d'anomalie, il faut lancer une exception. Mais malheureusement, on ne connaît pas toutes les anomalies qui peuvent se produire au niveau de votre programme. C'est ça le problème qui se pose. Alors, une exception est une anomalie de fonctionnement, une erreur pendant l'exécution d'un programme. Alors, exemple, le fait de diviser, par exemple, un chiffre par 0, c'est une erreur. Alors maintenant, on peut la détecter, cette erreur-là. C'est-à-dire que si on se rend compte que, effectivement, la division par 0 peut causer un problème, au cours de l'exécution du programme, on peut lancer une exception. Et chaque fois que vous retrouverez une exception issue de cette division par 0, vous allez recevoir un message qui va vous mentionner que vous avez fait une division par 0 et qu'il n'est pas nécessaire de faire cette division-là. Alors, ouverture d'un fichier inexistant, par exemple. Si vous faites allusion, si vous faites, par exemple, vous voulez ouvrir un fichier qui n'existe pas, vous risquez d'avoir une erreur. Ça aussi, c'est une exception. Emploi d'une référence nulle pour accéder à un objet. Là aussi, ça peut créer une anomalie au niveau de votre programme. Alors, la gestion, cette fois-ci, des anomalies. Alors, historiquement, ces anomalies étaient gérées de manière différente par chaque morceau de software. Alors, généralement, bien sûr, avec le développement des langages de programmation, il y a eu certaines évolutions. Maintenant, on essaie de reconnaître un petit peu toutes les exceptions qu'il y a pour pouvoir les contrer. Trap, microcode, système d'exploitation. C'était une commande qui permettait bien sûr de détecter s'il y a lieu d'une exception, oui ou pas. Les résultats d'appel, donc en fonction des trappes que vous avez des résultats d'appel. Et vous avez ce qu'on appelle des gestions d'événements. Vous avez des variables d'état. Et maintenant, on va passer aux exceptions dans Java. Les exceptions dans Java. Alors, Java fournit un mécanisme général pour gérer les anomalies d'exécution. Effectivement, il nous donne la possibilité, via un petit code à écrire, de pouvoir détecter des anomalies et de pouvoir, bien sûr, arrêter le processus qui s'exécute. Alors, le fait d'arrêter le processus ne veut pas dire faire planter la machine. Donc, on préfère arrêter le processus, avoir un message d'erreur, plutôt devoir arrêter tout le programme, sinon toute la machine qui doit redémarrer. Et ça, c'est très intéressant et très important au niveau de Java. Alors, throwable.
avec ses sous-classes. Alors, throwable, c'est la commande, ou si vous voulez, c'est la méthode qu'on utilise pour pouvoir, bien sûr, détecter les anomalies et, bien sûr, ressortir des messages lorsqu'il faut. Alors, on va voir maintenant les arguments avec lesquels vous pouvez travailler, les méthodes aussi. Alors, throwable avec ses sous-classes. Erreur, par exemple, c'est une anomalie qui est irrémédiable. Exception, c'est des anomalies remédiables. Alors, parce qu'il existe au niveau de l'exécution de votre programme, vous pouvez vous retrouver avec des erreurs irrémédiables. Même en les détectant, vous pouvez planter votre machine. Mais toujours est-il, l'historique peut nous révéler toutes les anomalies que les gens ont pu rencontrer. Et on peut à ce moment-là faire le maximum pour pouvoir les contrer. Les instructions throw, qui nous permettent bien sûr de capter, et on va le voir beaucoup plus loin. Et les constructions try et catch, c'est pour pouvoir bien sûr détecter une anomalie et faire ressortir un message. On va voir tout à fait à la fin de cette leçon-là un exercice qui va porter un petit peu toutes les commandes qu'on vient de voir à l'instant. Alors, quand il y a une anomalie, le programme qui tombe sur une anomalie crée un throwable de type approprié. Donc, si vous utilisez bien sûr le throwable. Alors maintenant, si vous n'utilisez pas le throwable que vous avez, automatiquement, vous risquez de faire planter la machine. Alors maintenant, si vous l'utilisez, le morceau de programme où il y a un problème, bien sûr, il crée un throwable de type approprié. Donc, il va créer une exception. Et cette exception-là, si elle est créée, il faut créer un code qui peut bien sûr capturer cette exception-là. Cet objet est lancé par l'instruction throw. Donc, il y a un throwable qui va être bien sûr créé et il va être lancé bien sûr par l'instruction throw. Alors tombant, c'est-à-dire qu'il va interrompre l'exécution de la méthode en cours et ses appelants jusqu'à ce qu'il soit pris en charge. Et ça c'est une très bonne chose parce que maintenant il va arrêter l'exécution et il va attendre maintenant que quelqu'un prenne en charge cette anomalie-là. Alors, je répète encore une fois, lorsqu'il y a une anomalie, et si maintenant vous avez inséré au niveau de votre programme le throwable pour pouvoir capturer cette anomalie ou bien sûr, diffuser ce problème-là. Alors maintenant, s'il n'y a pas de code pour pouvoir les capturer, on va rester en instance le temps de voir quelqu'un ou un programme qui puisse capturer cette anomalie-là et bien sûr nous sortir le message d'erreur correspondant. Lancement d'une exception. Par exemple, vous avez votre machine virtuelle, JVM, vous avez les applets main, donc c'est-à-dire que là où on crée le corps du programme, et vous avez vos objets. Nous avons l'objet 2 avec la méthode 3 qui a été utilisée, l'objet 1 avec la méthode 2, l'objet 1 avec la méthode 1. C'est des objets qui ont été utilisés et appelés pour pouvoir travailler. On appelle aussi la méthode main et bien sûr la Java Virtual Machine. Alors, lors de l'exécution, vous lancez bien sûr un throw, et puis, bien sûr, vous allez lancer un catch. Alors, le throw, bien sûr, il va détecter l'anomalie. Et automatiquement, il y aura une méthode qui va, bien sûr, capturer le code pour savoir le problème qu'il y a. Et, bien sûr, vous sortir un message d'erreur et pour permettre à la machine de ne pas se planter, ni au programme de pouvoir s'arrêter. Alors, throw lance une exception ou une erreur. La syntaxe, throw, une instance de throwable, et ça on va le voir au niveau de l'exercice qu'on va voir tout à fait à la fin. Alors l'emploi par exemple, nous allons créer throw new exception. Alors exception c'est une variable que vous allez créer de type throw. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser au niveau de votre programme. Alors close throws, c'est une méthode ou un constructeur qui peut lancer une exception qui doit être déclarée ainsi. Alors, modificateur, type, méthode, avec ses arguments. Alors, throws, le type d'exception 1, ainsi de suite, ainsi que le type d'exception n. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr déclarer énormément de types d'exceptions au niveau de votre programme. Alors, comment on utilise try avec catch? Alors, on écrit, bien sûr, l'instruction try, du code qui pourrait lancer les exceptions, donc le code qui pourrait éventuellement causer un problème. Alors, une fois qu'il sera capturé, on va écrire catch pour pouvoir générer ou gérer l'exception là. Alors, try est toujours suivi par un catch pour pouvoir suivre et gérer l'exception.
Alors, dans une construction try and catch, il peut y avoir plusieurs parties catch ou aucune. C'est-à-dire que vous pouvez commencer votre programme avec try. Maintenant, si au niveau de try, après le try par exemple, vous avez ou vous risquez d'avoir plusieurs erreurs. Vous pouvez bien sûr insérer plusieurs méthodes catch. Catch pour un genre de problème, catch pour un deuxième genre de problème, catch pour un troisième genre de problème, mais avec un seul try. Et ça, c'est très important. Chaque catch gère un type différent d'exception. Donc vous avez autant d'exceptions que de catch. Si vous avez 3 catch, vous pouvez avoir 3 exceptions. Mais maintenant, 3 exceptions lorsque vous tombez au niveau du problème. Si au niveau du catch, il capture 3 anomalies, vous pouvez avoir 3 exceptions différentes. Alors, si une exception peut être gérée par plusieurs catch, la première a la priorité. Alors maintenant, si par exemple vous avez des exceptions au niveau d'un seul catch, alors lorsque c'est la première qui va détecter le problème, qui va être prise en considération le premier, les autres ne seront pas prises en considération. C'est-à-dire que au niveau de la première, s'il y a un problème, il y aura une erreur, c'est une anomalie, d'accord? Et vous allez avoir la priorité, c'est-à-dire que vous allez ressortir un message d'erreur et les autres maintenant ne seront pas consultés pour voir un petit peu leur contenu. Alors, try, catch and finally. Alors là, c'est la commande complète, si vous voulez. Il est possible qu'une autre exception se vérifie dans la partie catch d'une construction try and catch. C'est une exception dont vous n'avez pas pensé, par exemple. Alors, dans ce cas, ou bien qu'il n'y ait pas une catch adaptée à l'exception lancée. C'est-à-dire que vous avez lancé un catch, mais l'exception n'est pas bonne. Ce n'est pas la bonne configuration que vous avez faite. Dans ce cas, on exécute le code de la partie finale s'il existe. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez peur de tomber dans un problème, c'est-à-dire que vous avez pris en considération les problèmes qu'il y a, et vous avez peur maintenant de tomber sur un autre problème qui n'est pas pris en considération. Donc vous pouvez toujours avoir le type finale, ajouter l'argument finale si vous voulez, et cet argument-là va vous permettre de sortir un message, même s'il n'est pas pris en considération avec les catchs. Alors voilà comment on l'écrit. Le try qu'on a vu précédemment, catch type exception avec l'exception qu'il y a, et le code qui gère l'exception. Alors maintenant, au niveau du catch, si ce n'est pas pris en considération, s'il y a autre chose à part ça qui cause une erreur, ben à ce moment-là, on va exécuter le code au niveau de finale. Donc le code qui est exécuté si le catch échoue. Alors maintenant, si le catch échoue et n'arrive pas à résoudre le problème, automatiquement, c'est ce code-là qui allait être exécuté au niveau de finale. Alors maintenant, avant de terminer cette leçon, nous avons bien sûr pris fin avec la partie théorique. Nous allons voir la partie pratique pour vous expliquer encore davantage comment on implémente tous ces éléments-là au niveau d'un programme Java. Alors, on va y revenir tout de suite. Les exercices. Nous allons reprendre la leçon 12. Et là, on va faire un petit rappel. Alors là aussi, je vais vous expliquer. Nous allons créer une classe, qui est déjà créée, je vais vous la montrer maintenant. Une classe qui va être implémentée au niveau de notre programme. C'est comme l'autre programme de la leçon numéro 11 que vous avez vu, d'accord? Mais il y a maintenant la gestion, par exemple, des problèmes qu'il y a avec les catch et les try et ainsi de suite. Alors, on va ouvrir le fichier rapport qui existe. Alors là aussi, donc nous allons créer une nouvelle classe, la classe rapport. Nous reprenons le même exemple avec le nom du stagiaire, la note, le numéro de révision. On fait bien sûr une imputation de chaîne de caractères, sinon de chiffres, une affectation si vous voulez aux variables qui ont été déclarées. Et tout à fait à la fin, nous allons avoir des retours d'informations. Alors cette classe, comme je vous l'ai déjà expliqué lors de la leçon précédente, on ne peut pas l'exécuter du fait qu'on n'a pas de méthode de main qui allait pouvoir bien sûr nous exécuter le programme. Mais maintenant, cette classe va être utilisée au niveau d'un autre fichier que j'appellerai rubrique. Alors, classe principale du programme rubrique. Donc, je reprendrai la même chose.
Alors, j'appelle cette fois-ci une méthode main, qui allait pouvoir bien sûr exécuter le programme, parce que sans méthode main, on ne peut pas exécuter de programme. J'affiche sur écran la chaîne de caractères ETIA. Je crée un objet de type rapport, et type rapport, c'est la classe qu'on vient de créer. Vous voyez l'avantage du langage de programmation orienté objet. Alors, rapport S est égal new rapport. Alors, bien sûr, on va appeler la méthode try. Alors, regardez, nous avons ici le try avec le catch. Alors, try est entre accolades system.out.printlns. Si par exemple, au niveau, bien sûr, de la sortie sur écran de cette information-là, vous risquez vous avez un problème, automatiquement le problème sera catché, si j'ose dire, d'accord, donc il sera capturé, et automatiquement, lorsque vous allez le capturer, vous allez ressortir un message d'erreur qui est rapport non valide. Alors toujours est-il maintenant, tous ces éléments-là restent une chose très importante à appliquer. Chaque fois que vous sentez que vous pouvez avoir un problème au niveau d'une exécution, d'accord, délimitez-la entre une méthode try avec un catch et ressortir un message d'erreur. Comme ça, vous n'allez pas pouvoir planter votre machine, sinon perdre les informations ou le programme sans l'avoir sauvegardé. Alors, nous allons profiter de l'occasion maintenant pour pouvoir voir un petit peu comment on implémente la méthode switch. Alors, public static void exécution, char, donc là, j'ai fait une déclaration d'une variable que j'ai appelée choix. Alors, switch choix. Si le choix est égal à A majuscule ou A minuscule par exemple, il y a un ensemble d'instructions que vous pouvez faire. Donc ça peut être une seule instruction ou plusieurs. Une fois terminé, vous fermez avec break. Si par exemple case c'est un ensemble d'instructions et ainsi de suite. Alors maintenant, si vous arrivez à terminer toutes les possibilités et si toutes ces possibilités ne sont pas vraies, alors à ce moment-là, le programme exécutera la chaîne d'instructions qui sera après le default, c'est-à-dire que le choix non reconnu. S'il y a un choix non reconnu, l'ensemble des instructions qui sont en dessous de default vont être exécutées. Alors maintenant, vous avez une idée exacte maintenant de l'implémentation de la commande try ainsi que catch et puis l'événement switch si vous voulez. Alors, cette leçon prend fin. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetio.